Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 30 décembre, je vous propose de revenir tout d'abord sur la première phase des élections générales qui s'est tenue dimanche en Birmanie, malgré de nombreuses critiques sur la légitimité de ce scrutin. On se penchera ensuite sur le nouvel accord de cessez-le-feu signé samedi entre la Thaïlande et le Cambodge après la reprise des combats dans la zone frontalière contestée par les deux pays. Japon ensuite, où le gouvernement a approuvé un projet de budget de la défense record pour l'année 2026, un budget qui vise notamment à faire face à l'intensification de la menace chinoise. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Corée du Sud, où le gouvernement vient d'annoncer son intention de mettre fin aux adoptions internationales. Dimanche a eu lieu au Myanmar la première phase des élections générales avec une deuxième et une troisième phase prévues respectivement pour les 11 et 25 janvier afin d'élire les membres des législatures nationales et régionales. Il s'agit du premier scrutin organisé depuis les élections de novembre 2020 qui ont vu la victoire de la coalition menée par la Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi renversée peu de temps après par le coup d'État militaire du 1er février 2021. Ce nouveau scrutin, présenté par la junte militaire comme un retour à la démocratie, se déroule dans un contexte particulier marqué par l'absence de la liberté de la presse ou d'un véritable multipartisme. La Ligue nationale pour la démocratie et 39 autres partis ont en effet été dissous depuis l'entrée en vigueur d'une loi électorale imposant la réinscription à tous les partis politiques. Pour ce scrutin, c'est le Parti de l'Union, de la Solidarité et du Développement, un parti d'anciens militaires fondé en 2010 et soutenu par l'armée, qui est donc en position de force. Le parti est dirigé depuis 2022 par Kin Hee, nommé par le général Min Aung Hlaing, commandant en chef de l'armée qui dirige de facto le pays depuis le coup d'État et qui devrait, selon plusieurs observateurs, être élu président au terme de cette élection. C'est aussi un contexte de guerre civile dans un pays où l'armée est loin de contrôler l'ensemble du territoire et où au moins 65 municipalités ne participeront pas au vote. Des élections de façade donc pour les critiques internationales dont le Bureau birman des Nations Unies ou encore des ONG telles qu'Amnesty International avec des témoignages de civils qui ont rapporté avoir subi des menaces de la part de l'armée pour se rendre aux urnes. Les ministres de la Défense de la Thaïlande et du Cambodge, Nathapon Narkpanit et Thea ont signé samedi dernier un nouvel accord de cessez-le-feu entre les deux pays après plusieurs semaines de combats à la frontière. L'accord, qui est entré en vigueur samedi à midi heure locale, fait suite à un premier accord cet été, puis à un deuxième accord signé le 26 octobre à Kuala Lumpur en Malaisie en présence du président américain Donald Trump, suite à des pressions et des menaces de sanctions économiques du dirigeant américain. Le conflit frontalier avait fait plusieurs morts et plus de 280 000 déplacés des deux côtés de la frontière entre mai et juillet dernier. Et après un premier accord de cessez-le-feu fragile, les combats avaient repris de plus belle, s'étendant à 6 provinces dans le nord-est de la Thaïlande et à 5 provinces du nord et du nord-ouest du Cambodge, les deux pays s'accusant mutuellement d'avoir violé l'accord. Notons que le conflit frontalier remonte loin. La Thaïlande et le Cambodge se disputent depuis plusieurs décennies sur le tracé de leur frontière commune, héritée de l'ex-puissance coloniale française en 1907. Le nouvel accord prévoit le rapatriement de 18 soldats cambodgiens faits prisonniers par les forces armées royales de la Thaïlande en juillet dernier, une avancée importante pour Phnom Penh que les précédents accords n'avaient pas permis d'obtenir. L'agence de presse américaine Associated Press indique que la reprise des violences avait fait 26 morts militaires et 1 mort civil direct côté thaïlandais depuis le 7 décembre, ainsi que 44 victimes civiles indirectes. Le Cambodge, sans bilan officiel, parle de 30 morts civils et de 90 blessés, et les personnes déplacées se comptent en centaines de milliers de part et d'autre de la frontière. L'accord prévoit au total 16 mesures de désescalade et notamment l'engagement des deux parties à s'abstenir de propager des fausses informations et un appel mutuel à adhérer aux accords internationaux contre les mines antipersonnelles,
plusieurs soldats thaïlandais ayant été blessés cette année dans 9 incidents différents. Enfin, l'accord prévoit aussi une coopération des deux pays pour lutter contre le crime transfrontalier, plusieurs zones frontalières entre les deux pays étant connues pour l'activité des centres d'escroquerie en ligne, alimentés par le travail forcé et le trafic humain, un fléau qui a fait beaucoup parler de la Thaïlande, du Cambodge mais aussi du Myanmar depuis plusieurs années. Le gouvernement japonais a approuvé vendredi dernier un projet de budget de défense d'un montant record dépassant les 9 000 milliards de yens, soit environ 49,1 milliards d'euros pour l'année fiscale 2026, soit 9,4% de plus qu'en 2025. Ce nouveau budget devrait faire du Japon le troisième pays le plus dépensier en matière de défense, après les États-Unis et la Chine. Le projet de budget comprend 100 milliards de yens, soit environ 540 millions d'euros, pour financer le bouclier de drones SHIELD, une flotte de drones aériens, maritimes et sous-marins de surveillance des côtes visant à protéger d'une invasion, ou encore l'achat pour un montant de 177 milliards de yens, soit environ 260 millions d'euros, de missiles sol-mer de type 12 développés au Japon, dont le premier lot doit être déployé dans la préfecture de Kumamoto d'ici mars prochain. Le ministre de la Défense, Shinjiro Koizumi, a déclaré que c'était, je cite, « le minimum nécessaire alors que le Japon fait face à un environnement sécuritaire qui est le plus grave et le plus complexe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale », tout en précisant que la hausse du budget de la défense ne changeait pas la voix du Japon en tant que pays pacifiste. Le gouvernement a aussi précisé que l'augmentation des dépenses de défense visait à financer la transition verte et les investissements dans les semi-conducteurs. Le nouveau budget, qui doit encore être adopté par le Parlement d'ici mars prochain, marque la 4e année du plan quinquennal visant à doubler les dépenses militaires de l'archipel nippon pour atteindre les 2% du PIB, une augmentation qui s'inscrit dans la stratégie sécuritaire adoptée en 2022, dans laquelle la Chine est qualifiée de plus gros défi sécuritaire pour le Japon. Cette hausse spectaculaire du budget de la défense japonais inquiète la Chine, qui a réagi via le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian. Ce dernier a déclaré que, je cite, « le nouveau projet de budget japonais en matière de défense révélait les intentions sinistres des forces de droite au Japon qui souhaitent pousser à la remilitarisation du pays et ressusciter le militarisme ». La Corée du Sud a annoncé vendredi dernier vouloir mettre fin aux adoptions internationales d'enfants sud-coréens dans les 5 prochaines années, avec comme objectif 0 adoption à l'étranger en 2029. L'annonce fait suite à la publication par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de la réponse de la Corée du Sud aux enquêteurs, exhortant Séoul à présenter des mesures concrètes pour répondre aux demandes des enfants adoptés et envoyés à l'étranger de manière frauduleuse, avec des documents falsifiés ou qui ont été victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leurs parents adoptifs. Le nombre d'adoptions de bébés sud-coréens à l'étranger a connu une forte baisse au cours de ces dernières années, passant d'environ 2000 en 2005 à seulement 24 en 2025, contre plus de 6000 en moyenne par an dans les années 80. Les enquêteurs de l'ONU ont soulevé la question après plusieurs mois de communication avec une certaine Yori Kim, une sud-coréenne adoptée par une famille française en 1984 sans le consentement de ses parents biologiques, sur la base d'un dossier falsifié indiquant qu'elle était une orpheline abandonnée par sa famille. Yori Kim a ensuite été victime de violences physiques et sexuelles dans sa famille adoptive et a soumis une pétition auprès de l'ONU pour établir la responsabilité des gouvernements et des agences d'adoption en Corée du Sud mais aussi en France. L'affaire est prise très au sérieux par les enquêteurs de l'ONU qui ont pu établir le caractère systémique de l'histoire individuelle de cette femme. La commission Vérité en Corée du Sud a reconnu en mars dernier Kim et 55 autres personnes adoptées en Europe, aux États-Unis ou en Australie comme victimes de violations des droits de l'homme. Mais la commission a suspendu ces enquêtes alors que 311 cas restent encore à être évalués, d'où les appels à établir une nouvelle commission en Corée du Sud. Les enquêteurs des Nations Unies se disent très inquiets de l'incapacité de Séoul à mettre en œuvre une politique de recherche de la vérité et de réparation pour ces victimes, malgré des violations des droits humains massives qui se sont produites sur plusieurs décennies, en particulier dans les années 70 et 80. Or, le gouvernement sud-coréen fait face à une pression internationale croissante de la part de l'ONU, d'ONG, d'enfants et de parents biologiques victimes de ces adoptions frauduleuses.
La première vice-ministre de la Santé sud-coréenne, Lee Seol-han, a reconnu que les agences privées en charge des adoptions dans le passé avaient pu agir avec des intérêts contradictoires, tout en affirmant que la restructuration à un système public accordait désormais au gouvernement et au ministère de la Santé un plus grand rôle dans le processus d'attribution des adoptions. Notons que le président sud-coréen Lee Jae-myung a publié début octobre des excuses sur Facebook, reconnaissant que le système d'adoption international mis en place après la guerre de Corée avait causé l'angoisse, la douleur et la confusion à plus de 140 000 enfants envoyés à l'étranger entre 1955 et 1999, ainsi qu'à leurs familles biologiques. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.